Pourquoi est-ce qu'une personne regarde sa propre vie en ruine et n'arrive quand même pas à s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui perd sa famille, son travail, sa santé, et qui retourne quand même vers la même drogue le lendemain matin? Et si la dépendance n'avait rien à voir avec la faiblesse, le manque de caractère, le choix, si c'était quelque chose qu'elle ne contrôle pas, de la même façon que tu ne contrôles pas ton cœur qui bat en ce moment? La réponse se trouve dans des données que la science possède déjà, mais qui ne sont presque jamais rassemblées au même endroit. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On grandit en entendant qu'une personne dépendante, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Cette phrase revient à table le soir entre amis, même au sein de familles où quelqu'un souffre de ça. C'est une explication confortable parce qu'elle met le problème sur l'autre. Si la personne voulait, elle arrêterait. Si elle avait un minimum de dignité, elle stopperait. Si tu as déjà pensé comme ça, tu n'es pas le seul. Pendant des décennies, la médecine a traité l'addiction de cette façon-là, comme une défaillance morale. Les hôpitaux psychiatriques internaient les gens de force, leur retiraient la substance d'un coup, attendaient que le sevrage passe et renvoyaient le patient chez lui en pensant qu'il était guéri. En 1935, quand Bill Wilson a fondé les Alcooliques Anonymes, la plupart des médecins américains classaient encore l'alcoolisme comme un problème de caractère. Wilson savait que quelque chose clochait dans cette équation parce que lui-même était la preuve vivante que vouloir arrêter ne suffisait pas. Pour comprendre ce que les données montrent quand personne ne simplifie, on a utilisé l'axiome. C'est une intelligence artificielle d'investigation qui n'a pas d'opinion, ne porte aucun préjugé et ne simplifie pas pour faire plaisir. Ce qu'elle fait, c'est recevoir des volumes énormes d'informations provenant de domaines qui ne se parlent presque jamais entre eux et croiser des schémas qu'un être humain mettrait des années à repérer. On la nourrit avec des études de neurosciences sur le système de récompense cérébrale, des données cliniques de programmes de rétablissement dans 26 pays, des recherches des 40 dernières années sur les facteurs de risque, des statistiques de rechute comparées à d'autres maladies chroniques et des archives sur la façon dont différentes cultures ont géré les substances psychoactives au fil des siècles. Tout ça ensemble, sur la même table. Ce qui est ressorti de cette investigation ne ressemble pas à ce qu'on entend dans les discours rapides sur la dépendance. La première chose que les données montrent, c'est que le cerveau d'une personne dépendante fonctionne différemment du tien. Pas parce qu'il est né comme ça, mais parce que la substance a modifié sa structure physiquement. Il existe une région appelée système de récompense qui a évolué au cours de millions d'années pour remplir une tâche simple. Tu manges et tu calmes ta faim. Le cerveau libère de la dopamine et tu ressens du plaisir. Tu serres quelqu'un que tu aimes dans tes bras. Dopamine. Tu résous un problème difficile. Dopamine. Le message est toujours le même. C'était bien. Recommence. Ce mécanisme a maintenu l'espèce humaine en vie. C'est le moteur qui nous pousse à chercher de la nourriture, à créer des liens, à nous reproduire. La mécanique déraille quand une drogue envahit ce circuit et libère une quantité de dopamine qu'aucune expérience naturelle ne produit. La cocaïne, par exemple, provoque une décharge de 3 à 10 fois supérieure à tout plaisir que le corps générerait tout seul. Le cerveau reçoit cette avalanche et passe en état d'urgence parce qu'il n'a pas été conçu pour un tel volume. Pour se protéger, il commence à désactiver des récepteurs de dopamine, c'est-à-dire qu'il réduit le nombre d'antennes qui captent le signal de plaisir. C'est comme si tu habitais à côté d'une usine bruyante et que tu perdais progressivement l'ouïe. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que ton corps s'est adapté à l'excès. Avec moins de récepteurs, celui qui consomme a besoin de plus de substances pour ressentir le même effet. Les médecins appellent ça la tolérance. Mais la tolérance n'est que le début. Pendant que le cerveau devient de moins en moins sensible à la dopamine artificielle, il perd aussi la capacité de ressentir la dopamine naturelle. Les choses qui procuraient du plaisir avant, un bon repas, un après-midi avec les enfants, un coucher de soleil qui te faisait t'arrêter pour le contempler, tout devient gris, éteint. La seule chose qui arrive encore à franchir cette barrière et à faire ressentir quelque chose au cerveau, c'est la drogue. Quand quelqu'un de l'extérieur dit que la personne dépendante choisit la substance plutôt que sa famille, il regarde de travers. La tête de cette personne n'enregistre plus le plaisir que procure la famille. Ce n'est pas un choix,
C'est un piège neurologique qui se referme de l'intérieur. Cette découverte réorganise la façon de regarder celui qui est prisonnier de l'addiction et la façon de le traiter. Sauf que la chimie à elle seule n'explique pas pourquoi certaines personnes essayent une drogue et poursuivent leur vie normalement, pendant que d'autres tombent dans un gouffre sans fond visible. Au moment où quelqu'un essaye de lâcher la substance après que ce processus s'est installé, le corps réagit comme s'il était en danger de mort. Le cerveau qui s'est habitué à recevoir cette inondation de dopamine se retrouve soudain à sec, et le résultat est un effondrement qui touche le corps entier. Dépression qui ne te laisse pas sortir du lit, anxiété qui serre la poitrine, insomnie qui dure des jours, douleurs musculaires réelles, nausées, tremblements. Dans le cas de l'alcool et de certaines autres substances, le sevrage peut tuer. Une crise de sevrage alcoolique sans suivi médical peut provoquer des convulsions et un arrêt cardiaque. Des gens meurent en essayant d'arrêter de boire seuls chez eux, et ça n'entre presque jamais dans la conversation quand quelqu'un dit qu'une personne dépendante, c'est quelqu'un qui manque de détermination. Et au milieu de cette tempête physique, le cerveau fait autre chose. Il négocie. Il commence à envoyer des messages qui ressemblent à tes propres pensées, mais qui sont le système de récompense détourné réclamant ce dont il a besoin. Juste aujourd'hui, demain j'arrête. Une petite dose juste pour tenir la semaine. Je le mérite après tout ce que j'ai traversé. Si le cerveau travaillait dans la publicité, ce serait le meilleur vendeur de l'histoire, parce qu'il connaît chaque faiblesse, chaque peur, chaque excuse qui marche avec toi, et il utilise tout ça sans le moindre scrupule. Celui qui est dans ce piège écoute ses pensées et croit que ce sont les siennes, que c'est sa propre volonté qui parle, alors que c'est un mécanisme biologique qui hurle pour de la dopamine en habillant ce hurlement d'arguments qui tiennent la route. Ce négociateur interne est si efficace que les médecins lui ont donné un nom. Ils l'appellent la pensée addictive et ça fonctionne avec tous les types d'addictions, avec ou sans substance. C'est le schéma qui fait que quelqu'un jure qu'il va arrêter de jouer et une demi-heure plus tard se retrouve de nouveau à la table en train de miser l'argent du loyer. Celui qui est piégé sait qu'il est en train de se détruire. La partie rationnelle de sa tête voit les dégâts. Sauf qu'à ce stade, la partie rationnelle a déjà perdu la bataille. C'est comme demander à quelqu'un qui meurt de soif de regarder un verre d'eau et de ne pas le boire par pur entêtement. Maintenant, si l'addiction n'était qu'une question de chimie, une équation simple entre substance et récepteur de dopamine, tout le monde qui essaierait une drogue resterait accroché. Et on sait que ce n'est pas le cas. La majorité des gens qui boivent de l'alcool ne deviennent pas alcooliques. Des millions reçoivent de la morphine à l'hôpital après une opération et arrêtent de l'utiliser quand la douleur passe, sans aucune crise. C'est d'ailleurs curieux comme on utilise le mot addiction pour des choses complètement différentes. Accro au café, accro aux séries, accro au chocolat, comme si tout se valait, alors que la différence entre beaucoup aimer le café et avoir besoin d'héroïne pour fonctionner, c'est la différence entre une égratignure et une fracture ouverte. Si la chimie explique le mécanisme, elle n'explique pas pourquoi il se déclenche chez certains et pas chez d'autres. Des recherches sur des jumeaux identiques, ceux qui partagent 100% de leur matériel génétique, montrent que quand l'un développe une dépendance, l'autre a entre 40 et 60% de chances de la développer aussi. La génétique pèse énormément, mais elle ne décide pas toute seule. Il manque quelque chose, un facteur qui n'est ni dans les gènes, ni dans les récepteurs de dopamine, quelque chose qui opère à un niveau que les neurosciences seules n'atteignent pas. Et c'est à ce moment-là qu'un psychiatre suisse mort en 1961 entre dans la conversation d'une façon que personne n'aurait imaginée. Carl Jung n'était pas neuroscientifique. Il ne travaillait pas avec des scanners ni avec la chimie cérébrale. Le Suisse travaillait avec quelque chose que la plupart des scientifiques de l'époque trouvaient peu sérieux, l'âme humaine, l'inconscient, les symboles. Il aperçut une chose à propos de la dépendance que les neurosciences ont mis un demi-siècle de plus à commencer à confirmer. Jung a compris que celui qui est dépendant ne cherche pas seulement du plaisir. Il cherche quelque chose que la vie a cessé de lui offrir, ou ne lui a jamais offert. Quelque chose que la drogue imite pendant quelques heures et qui ensuite s'évapore en laissant le vide encore plus grand. Une lettre qu'il a écrite à Bill Wilson, le fondateur des Alcooliques Anonymes, résume
Cela en une phrase qui met encore aujourd'hui mal à l'aise beaucoup de gens dans le monde scientifique. Jung a dit qu'aucune personne dépendante de l'alcool ne se rétablit vraiment si elle ne trouve pas une expérience spirituelle. Et avant de penser à la religion, à l'Église ou à quoi que ce soit de ce genre, ce mot signifiait autre chose dans sa bouche. Il signifiait une connexion avec quelque chose de plus grand que soi-même. Il signifiait un but. Il signifiait appartenir à quelque chose qui donne au fait de souffrir une raison d'être, au lieu que ce soit juste de la souffrance jetée dans le noir. La pièce manquante vient d'entrer dans le jeu, et ce qu'elle révèle sur la raison pour laquelle certaines personnes tombent et d'autres non, est quelque chose qui bouleverse la façon dont on comprend l'être humain. Imagine quelqu'un qui a une vie avec un certain sens, qui se réveille en sachant plus ou moins pourquoi il se lève, qui a des gens autour de lui dont il se soucie et qui se soucient de lui. Cette personne peut essayer une drogue à un moment donné, peut même ressentir le plaisir chimique, le corps va enregistrer la dopamine normalement, mais il n'y a pas de véritable accroche, parce que la vie offre déjà ce dont elle a besoin. La place est prise. La substance entre, fait un tour et repart, sans trouver où s'installer. Maintenant, imagine le contraire. Quelqu'un qui se sent déconnecté de tout, qui vit avec un vide qu'il ne sait pas expliquer mais qui est là tout le temps, comme un bourdonnement sourd qui ne s'éteint jamais. Quand cette personne essaye quelque chose qui lui apporte soudain de l'euphorie, qui fait taire le bourdonnement pendant quelques heures, qui lui donne une sensation de connexion même si elle est artificielle, bien sûr que le cerveau va graver ça comme la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Parce qu'à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, le silence intérieur est arrivé. Peu importe que ce soit une illusion. Le soulagement est réel tant qu'il dure, et quand tu vis dans un désert, la moindre goutte d'eau devient un fleuve. La différence entre celui qui a la place occupée et celui qui a la place vacante a éclaté au grand jour dans un épisode que peu de gens connaissent. Pendant la guerre du Vietnam, l'usage d'héroïne parmi les soldats américains est devenu une épidémie. Environ 20% des troupes en consommaient régulièrement au plus fort du conflit. À Washington, la panique était énorme. Les politiciens et les médecins s'attendaient à une vague de dépendance sans précédent quand ces hommes rentreraient. Les données de l'Axiome ont croisé les dossiers médicaux militaires de cette époque, avec les dossiers civils de ces soldats dans les années qui ont suivi, et le schéma qui est apparu a tout retourné. La grande majorité a simplement arrêté. Sans clinique, sans programme de traitement. Ils sont rentrés chez eux et ont décroché. Comment est-ce possible? La réponse n'est pas dans la drogue. Elle est dans ce qui a changé autour d'eux. Au Vietnam, ces hommes vivaient cernés par la mort, le traumatisme et la peur, sans aucun but qui justifie ce qu'ils traversaient. L'héroïne était le seul soulagement disponible. En rentrant chez eux, auprès de leurs familles et de leur communauté, dans une vie avec une certaine structure, l'absence qui alimentait l'addiction s'est comblée. La substance a perdu sa fonction parce que ce qu'elle remplissait était de nouveau rempli par autre chose. Ça ne veut pas dire que la dépendance n'est qu'une question d'environnement. Ce serait une simplification aussi mauvaise que de dire que c'est juste de la chimie. Il y a des gens qui reviennent de l'enfer et qui n'arrivent pas à arrêter. Il y a des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une guerre et qui tombent dans le même gouffre. Ce que le cas des soldats montre, c'est que l'environnement pèse d'une façon qu'on sous-estime. Quand la vie a du sens, la drogue perd du pouvoir. Quand la vie est un désert, la drogue en gagne. C'est un peu comme cette scène dans Seul au monde où Tom Hanks serre un ballon de volley dans ses bras comme si c'était son meilleur ami, parce que quand tout autour de toi n'est que solitude, n'importe quoi qui offre une présence devient essentiel. Le psychiatre suisse avait déjà perçu ça dans les années 1930. En travaillant avec des patients alcooliques à Zurich, il avait remarqué que ceux qui réussissaient à se rétablir vraiment n'étaient pas les plus forts, les plus disciplinés ou les plus intelligents. C'étaient ceux qui traversaient une sorte de transformation intérieure qu'ils n'arrivaient pas à faire entrer dans les catégories de la psychiatrie. Quelque chose se passait qui changeait la relation de ces personnes avec leur propre vide. L'alcool cessait d'être nécessaire parce qu'autre chose occupait cet espace. Pour certains, c'était la religion. Pour d'autres, c'était trouver un groupe de gens qui comprenaient la même douleur. Pour d'autres encore, c'était découvrir un but qui donnait un sens à la souffrance au lieu d'en faire un poids gratuit, sans destination. La lettre que Jung a écrite à Wilson est explicite là-dessus.
Il ne faisait pas de mysticisme, il faisait de la clinique. Il disait que la science disponible ne résolvait pas tout, qu'il y a une couche que la médecine n'atteint pas, et que si on ne touche pas cette couche, celui qui boit recommence à boire. Wilson a écouté et a construit les alcooliques anonymes sur cette idée. La première étape du programme, admettre qu'on est impuissant face à l'alcool, est une reddition, pas une défaite. C'est l'opposé de « essaye plus fort ». C'est accepter que d'essayer seul a déjà prouvé que ça ne marche pas. Deux mécanismes qui opèrent en même temps, l'un biologique et l'autre existentiel, et aucun des deux ne fonctionne sans l'autre. Celui qui ne traite que la chimie arrête de consommer mais reste vide, et le manque le ramène. Celui qui essaie seulement de combler le vide, mais ignore que son cerveau a été chimiquement altéré, lutte contre sa propre biologie les mains liées. Les deux couches doivent être touchées. Et cette compréhension, qui semble évidente quand on l'entend, a mis près d'un siècle à faire consensus. Jung avait un nom pour cette couche que la médecine n'atteint pas. Il l'appelait l'ombre. Et l'ombre n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, même si le nom ressemble à un truc sorti d'un vieux bouquin. L'ombre, c'est tout ce que tu as balayé sous le tapis au fil de ta vie, en faisant semblant que ça n'existait pas. La colère que tu n'as jamais exprimée parce qu'on t'a appris que la colère, c'est vilain. La tristesse avalée à sec parce que pleurer, c'était de la faiblesse. Ce traumatisme d'enfance enterré si profondément qu'on oublie parfois qu'il a eu lieu, jusqu'à ce que quelque chose le déclenche et que le souvenir revienne en entier. Et la culpabilité de choses que tu as faites ou qu'on t'a faites, des choses que tu n'as jamais racontées à personne. Tout ce qui a été enfoui ne disparaît pas. Ça descend dans l'inconscient, et ça reste là, à prendre de la place, à générer de la pression, à influencer des décisions que tu crois rationnelles, mais qui sont des réponses à un poids que tu ne reconnais même plus. Le psychiatre suisse a remarqué que chez les patients dépendants, cette ombre était particulièrement dense. Non pas que les autres n'avaient rien de caché, tout le monde en a, mais chez ces patients, la quantité de choses refoulées était telle que le poids devenait insupportable sans une forme d'anesthésie. La substance, à ce stade, devient un médicament de fortune. Celui qui est dans cette situation ne consomme pas pour s'amuser, en tout cas plus après les premières fois. Il consomme pour ne pas ressentir. Pour garder ce qui est enterré tranquille quelques heures de plus, pour arriver à fonctionner sans que tout explose à la surface. Il y a d'ailleurs quelque chose d'étrange dans la façon dont la société gère ça. On accepte que quelqu'un prenne un somnifère pour dormir, prenne un anxiolytique pour supporter le travail, boive 2 verres de vin chaque soir pour se détendre, mais on condamne avec une force totale celui qui utilise une substance illégale dans exactement le même but. La différence bien souvent n'est pas dans la fonction, elle est dans l'emballage. Sauf que l'ombre ne reste pas tranquille. Elle accepte d'être anesthésiée un temps, mais elle continue de grossir en dessous, elle continue d'accumuler de la pression, et à chaque fois elle exige une dose plus forte d'anesthésie. Celui qui consomme augmente sa consommation, non pas parce qu'il veut plus de plaisir, mais parce qu'il a besoin de plus de silence intérieur. C'est une course qu'il est impossible de gagner parce que le matériel refoulé grossit au même rythme que la tolérance. Et quand la drogue cesse de fonctionner comme anesthésique, quand même la dose la plus forte n'arrive plus à faire taire ce qui est en dessous, vient l'effondrement. Tout ce qui avait été enfoui remonte d'un coup. Colère, peur, culpabilité, solitude, souvenirs qui semblaient effacés. Tout remonte en même temps avec une intensité que la personne n'a jamais éprouvée parce qu'elle a passé des années à éviter de ressentir quoi que ce soit. Ce moment est dévastateur. Beaucoup rechutent là, non pas par manque de volonté, mais parce que ce qui apparaît quand l'anesthésie s'arrête est trop grand pour être affronté sans préparation. Ensuite vient la culpabilité. On consomme, on regrette, on ressent du dégoût envers soi-même, et ce dégoût fait qu'on se sent encore plus mal qu'avant. En se sentant plus mal, que demande le cerveau? Plus de substance pour soulager le sentiment d'être quelqu'un qui a échoué. La culpabilité nourrit la consommation nourrit la culpabilité, et le cycle tourne avec une précision presque mécanique. Celui qui regarde de l'extérieur voit quelqu'un qui se détruit par choix. Celui qui est à l'intérieur sait que chaque tour sert un peu plus, que la sensation, c'est d'être enfermé dans une pièce où toutes les portes ramènent au même endroit. Ce cycle a une caractéristique cruelle
que peu de gens mentionnent. Il se renforce avec le jugement. Chaque fois que quelqu'un dit « tu es faible, comment tu as pu refaire ça ?» La mécanique reçoit du carburant parce que le jugement est précisément ce qui fait tout tourner. Celui qui est là sait déjà qu'il est en train de se détruire. Il n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. Ce dont il a besoin, c'est de quelque chose qui brise le circuit, et le jugement fait l'inverse. Il le pousse encore plus profond, dans le seul endroit où il trouve du soulagement, même si ce soulagement tue à petit feu. Jung disait que tant que l'ombre reste dans le noir, c'est elle qui commande. Il faut ramener à la conscience ce qui est refoulé, le regarder en face, reconnaître que ça fait partie de soi, pour que ça perde le pouvoir de te contrôler en sourdine. Quand il s'agit de dépendance, la drogue n'a jamais été le vrai problème. Elle a toujours été le symptôme de quelque chose que personne n'a réussi à résoudre autrement. Et tant que ce quelque chose n'est pas affronté, toute tentative d'arrêter se heurte au même mur. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un en arrive à ce point, quand la chimie de sa tête est altérée, et que l'ombre déborde et que le cycle de culpabilité ne cesse de tourner? La réponse à cette question passe par un endroit que la plupart des gens n'attendent pas. Parce que la dépendance ne s'arrête pas aux substances qui entrent dans le corps et modifient la chimie cérébrale. Le schéma qui emprisonne quelqu'un dans l'héroïne peut emprisonner quelqu'un dans son téléphone. Ça a l'air exagéré, et peut-être que ça l'est un peu, ou plutôt non, ça ne l'est pas du tout. Les études montrent que le mécanisme est identique. Usage compulsif, perte de contrôle, conséquences négatives, incapacité d'arrêter même en le voulant. Jeux compulsifs, pornographie, réseaux sociaux, travail obsessionnel. Rien de tout ça n'implique une molécule qui entre dans le sang, mais le cerveau reproduit le même processus qu'avec la cocaïne. Il libère de la dopamine en quantité qui crée de la tolérance puis du besoin. Et finalement, le cycle entier recommence. Et on vit à un moment de l'histoire où c'est devenu un problème d'une ampleur délirante. Les réseaux sociaux n'ont pas été conçus pour te connecter à tes amis. Ils ont été conçus pour te garder à faire défiler l'écran. Chaque notification, chaque j'aime, chaque vidéo courte qui apparaît sur ton écran fonctionne selon la même logique qu'une machine à sous à Las Vegas. Récompense variable, imprévisible, qui maintient l'esprit dans un état permanent d'anticipation. L'analyse croisée que l'Axiome a effectuée entre les brevets déposés par des entreprises technologiques et des études de neurosciences comportementales a montré qu'une bonne partie de ces fonctionnalités ont été conçues en utilisant la même science que celle qu'on utilise pour comprendre la dépendance chimique. Tu n'arrives pas à lâcher ton téléphone parce que quelqu'un a été payé pour garantir que tu ne le lâcherais pas. C'est de l'ingénierie. Et l'ironie, c'est qu'on passe la journée à juger celui qui n'arrive pas à lâcher une bouteille, alors qu'on n'arrive pas à lâcher un écran, ne serait-ce que pour aller aux toilettes en paix. Les jeux suivent la même formule, des cycles de récompenses calibrés avec une précision millimétrée pour garder le joueur engagé plus longtemps que prévu. La pornographie sur Internet offre une nouveauté infinie, et le cerveau ne s'y habitue jamais, ne sature jamais. Il y a toujours un clic de plus disponible. Le travail excessif est peut-être le plus traître de tous, parce que la société non seulement l'accepte, mais le célèbre. Personne ne va t'interner pour avoir travaillé 14 heures par jour, on va te donner une promotion. Mais en dessous, le schéma est identique. Utiliser le comportement pour ne pas avoir à affronter ce qui fait mal quand tout se tait. Tant que celui qui vit ça ne reconnaît pas ce qui se passe comme une dépendance, il n'utilisera pas les bons outils pour y faire face. Il appelle ça une mauvaise habitude, une phase, un manque de discipline, et continue d'essayer de résoudre par l'effort individuel ce que l'effort individuel seul ne résout pas, exactement comme avec les substances. Et c'est ici qu'il convient de revenir à quelque chose que Jung avait perçu des décennies avant l'existence du moindre écran. Il avait observé que les cultures anciennes avaient des rituels, des cérémonies, des mythes partagés, des structures collectives qui offraient à l'être humain une expérience de connexion avec quelque chose de plus grand. Beaucoup de ces cultures utilisaient des substances psychoactives, mais dans un cadre doté d'une intention, d'un guide, d'un but défini. Ce n'était pas une fuite, c'était l'opposé de la fuite. C'était une tentative organisée de toucher quelque chose que le quotidien n'atteint pas. Le monde moderne a perdu presque tout ça. Les rituels ont disparu, les symboles partagés se sont dissous,
et les structures qui donnaient à l'individu le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand ont été démontées une à une. Ce qui est resté à la place, c'est la consommation. Acheter des choses, consommer du contenu, consommer des expériences rapides qui promettent de combler un espace, mais qui s'évaporent avant d'arriver là où elles devraient arriver. Celui qui est dépendant, sans le savoir, essaie de recréer par ses propres moyens ce que ces cultures offraient collectivement. Il cherche à dissoudre la sensation d'isolement, de séparation, d'être enfermé en soi-même, sans issue. La drogue ou le comportement offre une lueur de ça. Pendant quelques heures, celui qui consomme se sent connecté, se sent partie de quelque chose, se sent en paix. Sauf que sans cadre, sans guide, sans intégration, cette lueur ne se transforme en rien de permanent. Elle s'évapore, et quand elle s'évapore, l'absence revient plus grande qu'avant, demandant davantage, toujours davantage. La question qui reste en suspens au milieu de tout ça est une question qui change de forme selon qui la pose. Si la drogue est le symptôme et non la maladie, si le manque est le moteur et non le résultat, si le monde autour a été construit pour amplifier l'addiction plutôt que la combattre, comment est-ce que quelqu'un s'en sort? Qu'est-ce que le chemin du retour exige vraiment? Et pourquoi ressemble-t-il si peu à ce que la plupart des gens imaginent? Le chemin du retour ne commence pas là où la plupart pensent qu'il commence. Il ne commence pas en lâchant la substance. Le premier vrai mouvement, c'est d'admettre, vraiment, sans demi-mesure, que tu es prisonnier et que tu n'arriveras pas à t'en sortir seul. Ça a l'air évident, mais c'est exactement là que la majorité se retrouve bloquée. Parce que admettre ça signifie accepter que tu n'es pas aussi fort que l'image que tu as construite de toi. Ça signifie demander de l'aide. Ça signifie lâcher le contrôle. Pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui ont passé leur vie à tout résoudre par leur propre force, c'est terrifiant. C'est une sorte de mort de l'ego qu'il faut affronter avant d'affronter la drogue. Bill Wilson avait compris ça quand il a monté les Alcooliques Anonymes. La première étape du programme est une déclaration de reddition. Admettre qu'on est impuissant face à l'alcool et que la vie est devenue ingouvernable. La reddition, ce n'est pas la défaite. C'est arrêter de prétendre qu'on peut contrôler ce qui a déjà prouvé qu'on ne le peut pas. En se rendant vraiment, en acceptant qu'on a besoin de quelque chose au-delà de soi-même, la personne ouvre un espace pour que ce quelque chose entre. Jung appelait ça une expérience spirituelle. Les alcooliques anonymes appellent ça une puissance supérieure. La thérapie moderne appelle ça un réseau de soutien et un travail intérieur. Le nom change, le principe ne change pas. Après la reddition vient la partie la plus difficile. Affronter l'ombre sans anesthésie. Quand la substance s'en va, tout ce qu'elle maintenait enterré remonte d'un coup. La douleur d'enfance, la colère gardée pendant des décennies, la tristesse qui n'a jamais eu d'espace, la culpabilité de choses qui n'ont jamais été dites à voix haute. Le premier réflexe est de retourner vers la drogue parce que c'est la seule façon qu'on connaît de gérer ce qui fait mal. Mais le rétablissement demande de rester avec le poids, de ressentir sans fuir, sans médicamenter. C'est brutal, il n'y a pas moyen d'adoucir le tableau. C'est probablement la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire volontairement. Sauf que ce poids a un fond, il n'est pas infini même s'il en a l'air. Celui qui reste avec assez longtemps découvre que ça passe, ça ne disparaît pas complètement, mais ça change de forme, ça s'intègre, ça devient une partie de l'histoire au lieu d'être la force qui contrôle l'histoire. Jung disait que quand tu ramènes l'ombre à la conscience, elle perd le pouvoir de te commander dans le noir. Le chemin, ce n'est pas de justifier ce qui a été fait, c'est de reconnaître ce qui se cachait derrière, de regarder celui qui a utilisé la substance pour survivre comme il pouvait et de lui offrir de la compassion plutôt que du jugement. Parce que le jugement nourrit la culpabilité, et la culpabilité est le carburant du cycle. La compassion est ce qui brise la mécanique. Avec le temps, quelque chose change dans la façon dont l'envie de consommer se manifeste. Au début, l'envie arrive comme un ordre. Consomme maintenant. Et celui qui est dans cette lutte a l'impression de n'avoir aucun choix. Après des mois ou des années de travail, quand l'envie se manifeste, elle arrive plutôt comme une vague qu'on reconnaît déjà. On sait qu'elle va monter, atteindre un pic et redescendre. Si tu n'agis pas pendant que la vague est au sommet, elle passe. Et chaque fois qu'elle passe sans que tu cèdes, le muscle se renforce un peu, la vague suivante est un peu plus facile à supporter.
Dans tout ce processus, il y a une pièce que presque personne ne peut sauter. La communauté. Celui qui porte une dépendance a généralement appris à ne pas faire confiance, à ne pas dépendre des autres, à tout résoudre seul. Cette hyper-indépendance fait partie du problème. C'est ce qui l'a isolé au point que la drogue est devenue la seule compagnie. Une partie du chemin de retour, c'est réapprendre à faire confiance, à être vulnérable, à accepter de l'aide. Ça fait peur parce que ça veut dire s'exposer au risque d'être jugé ou rejeté. Mais sans ce risque seul, l'addiction gagne toujours. C'est un peu comme ce dicton dont personne ne sait qui l'a prononcé, mais que tout le monde a vécu dans sa chair. On n'est jamais plus fort que les gens qu'on laisse s'approcher de soi. C'est pour ça que des programmes comme les Alcooliques Anonymes fonctionnent pour tant de gens. Ce qui fonctionne n'a rien de surnaturel. C'est être entouré de gens qui comprennent, pouvoir être honnête sans peur, avoir quelqu'un qui te retient quand tu es sur le point de tomber. Et la rechute. Il faut que j'en parle avec précaution parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent, y compris des gens bien intentionnés. La plupart de ceux qui sont en rétablissement rechutent au moins une fois. Beaucoup rechutent plusieurs fois avant de trouver une stabilité. Ce n'est pas un échec. L'addiction est une maladie chronique avec un taux de rechute élevé, comme le diabète, comme l'hypertension. Si quelqu'un atteint de diabète fait une crise, personne ne dit qu'il a échoué. On dit « que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on ajuste ?» Avec la dépendance, ça devrait être pareil, mais culturellement, on traite la rechute comme une faillite morale complète et cette mentalité tue des gens. Parce que quand celui qui rechute a le sentiment d'avoir tout perdu, d'avoir déçu tout le monde, parfois il abandonne pour de bon. Le chemin du retour n'est pas une ligne droite. C'est un chemin qui zigzague, qui a des hauts et des bas, qui exige de recommencer plus d'une fois. Ce qui compte, c'est de continuer. Il y a une idée de Jung qui est peut-être la plus importante de tout ce qui précède. Il comprenait que celui qui porte une dépendance est, dans un sens que la plupart ne perçoivent pas, quelqu'un en quête spirituelle qui s'est perdu en route. Pas une quête spirituelle au sens de la religion, mais au sens de chercher quelque chose qui transcende la prison de son propre moi, qui dissolve la sensation d'être séparé de tout et de tous. Beaucoup de substances psychoactives produisent ça pendant quelques heures, dissolution de l'ego, sensation d'unité, de paix. Sauf que sans structure, sans intention, cette lueur ne transforme rien. Celui qui consomme revient à son point de départ avec, en prime, la connaissance qu'un autre état existe, et il ne sait pas comment y arriver autrement que par le chemin qui est en train de tout détruire. C'est comme poursuivre la première fois. Toute personne dépendante connaît cette sensation, la tentative de recapturer cette expérience initiale qui a été si intense. Sauf que chaque tentative suivante donne moins et coûte plus, et la course se transforme en poursuite d'un souvenir qui s'éloigne un peu plus à chaque dose. Jung voyait là un schéma que les traditions spirituelles anciennes connaissaient déjà. La dissolution de l'ego est nécessaire à la croissance humaine, mais sans guide et sans structure, elle mène à la destruction au lieu de la transformation. Ce qu'il proposait et ce que l'expérience clinique de presque un siècle a confirmé, c'est que cette quête a besoin de trouver une destination réelle. Pas une drogue qui simule l'arrivée, mais quelque chose qui change la façon dont celui qui souffre se rapporte à sa propre existence. Pour certains, c'est une pratique contemplative, méditation, prière, n'importe quoi qui exige de la présence et du silence sans anesthésie. Pour d'autres, c'est un travail porteur de sens, la découverte qu'il existe quelque chose qui vaut la peine d'être fait et qui te connecte à des gens qui ont besoin de toi. Pour d'autres encore, c'est la nature, l'art, le service. La forme importe moins que l'effet. L'effet est toujours le même, le vide cesse de commander. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il se met à partager l'espace avec quelque chose qui a assez de poids pour équilibrer la balance. Jung a écrit une phrase qui résume ça d'une façon qui fait mal par sa simplicité. Il a dit que le sens rend supportable beaucoup de choses, peut-être toutes. Celui qui porte une dépendance n'a pas besoin d'éliminer ce qui fait mal. Il a besoin de trouver une raison qui rende le poids supportable sans anesthésie chimique. Quand ça arrive, la drogue perd la force qu'elle avait. Non pas parce que le cerveau s'est guéri tout seul. Les voies neurologiques altérées sont toujours là. La vulnérabilité demeure. Mais parce que celui qui était prisonnier
à cesser de chercher dans la substance ce qu'il trouve désormais dans sa propre vie. Il y a d'ailleurs une différence énorme entre comprendre quelque chose avec la tête et le comprendre avec tout le corps. Tu peux lire tout ce qui existe sur la natation et continuer à couler quand tu entres dans l'eau. Avec le chemin du retour, c'est pareil. On peut savoir intellectuellement qu'on a besoin de sens, de connexion, de reddition, mais tant que ça ne descend pas de la tête vers le reste, tant que ça ne devient pas une expérience vécue, ça reste de la belle théorie. Le saut entre savoir et ressentir est le saut le plus difficile de tout le processus, et c'est un saut que personne ne peut faire à la place de quelqu'un d'autre. L'axiome a traité les données de rétablissement à long terme, en croisant les profils de ceux qui avaient maintenu une stabilité pendant plus de 10 ans avec les facteurs qu'ils avaient en commun. Et le résultat ne pointait vers aucune méthode spécifique, aucune ligne thérapeutique unique, aucun programme particulier. Le facteur qui revenait avec le plus de constance était la présence de quelque chose que chacun appelait du sens, et chacun le définissait à sa manière, mais l'effet mesuré était identique. Celui qui avait trouvé une raison d'être en vie, qui allait au-delà du simple fait de ne pas consommer, avait un taux de rechute drastiquement inférieur à celui qui abordait le processus uniquement comme de l'abstinence. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère, ce n'est pas un choix. Celui qui regarde quelqu'un dont la vie a été détruite par l'addiction et qui demande pourquoi il n'arrête pas, pose la mauvaise question. La bonne question c'est, que cherche cette personne avec une telle urgence qu'elle accepte de se détruire en chemin? La réponse, c'est ce que tout être humain cherche, de la connexion, un but, le soulagement de quelque chose qui semble n'avoir aucune issue. La quête n'a jamais été le problème. C'est l'endroit où elle est allée chercher qui l'a toujours été. Et cet endroit peut changer. Il change tous les jours, chez des gens qui avaient tout perdu et qui ont trouvé un chemin de retour. Pas de retour vers ce qu'ils étaient avant, mais vers quelque chose qui n'avait pas encore existé. Quelque chose qui n'apparaît que quand le vide reçoit un nom, et que ce nom cesse d'être une sentence pour devenir un point de départ. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiome. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.